Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire de la Fondation Alzheimer. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est bon pour notre cerveau au travers de ce que nous mangeons. C'est un élément extrêmement important puisque vous savez que pour prévenir la maladie d'Alzheimer, la santé de notre corps est essentielle et en particulier notre alimentation. Et pour discuter de ces différents points, nous serons trois. Je commencerai par faire une introduction sur l'impact de la nutrition, les limites, les intérêts sur le fonctionnement de notre cerveau. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir le chef Thibaut Fourdrinier qui dirige la salle à manger à Lille et qui nous parlera de ses techniques alimentaires, en particulier de son art, notamment dans le champ de sa spécialité qu'on verra dans quelques instants. Et enfin, on terminera avec le professeur Cécilia Samiri, qui est épidémiologiste et qui s'intéresse à l'impact de la nutrition sur notre santé cérébrale et sur la maladie d'Alzheimer et qui nous informera des dernières nouvelles de la recherche en matière de nutrition santé pour le cerveau. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez normalement à la droite de votre écran un petit onglet qui s'appelle « Questions ». C'est là que vous pouvez mettre toutes les informations qui seront utiles et que nous pourrons traiter, soit juste après chacune de nos interventions, soit peut-être à la fin. Et si nous n'avons pas le temps et que les questions sont trop nombreuses, nous les reprendrons nous-mêmes et vous répondrons sur le site de la Fondation systématiquement à toutes les questions que vous nous aurez posées. Écoutez, je vous propose que l'on démarre. Est-ce qu'il est possible d'avoir la diapositive? Parfait, merci beaucoup. Alors, on va donc parler aujourd'hui de comment prévenir la maladie d'Alzheimer grâce à notre alimentation. Et puis, on va se poser de la question si finalement c'est possible. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir entre ce qu'on mange et le fait qu'une maladie s'attaque à notre cerveau et entraîne cette terrible pathologie qu'est la maladie d'Alzheimer? La question qu'il faut se poser, c'est quel type de régime alimentaire faut-il pour garder un cerveau en pleine forme et retarder la survenue d'une maladie d'Alzheimer? Si on reprend l'évolution des fonctions cognitives avec l'âge, chez tout un chacun, c'est bien sûr l'attention, le raisonnement, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives. Et toutes ces fonctions, avec l'âge, ont tendance à diminuer. Elles diminuent progressivement comme notre corps a tendance à moins bien réagir musculairement, à être un petit peu plus lent. Notre poids a varié significativement avec notre âge. Si on regarde quand cet événement a tendance à commencer, on s'aperçoit que ce déclin cognitif, parce qu'on a quand même une petite baisse du fonctionnement de nos fonctions intellectuelles, va porter sur les différents axes que l'on vient de voir, le raisonnement, la mémoire, la vitesse à laquelle on parle, notre vocabulaire, et il va toucher indifféremment les hommes ou les femmes. Vous avez en haut les hommes et vous voyez la baisse progressive avec l'âge. Le plus foncé sont les plus jeunes, le plus clair sont les plus âgés. Et on va avoir justement donc une baisse très progressive avec l'âge de notre raisonnement, de notre mémoire, assez significative, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et dès l'âge de 45 ans. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes dont la fonction cognitive ont tendance à baisser vont développer une maladie d'Alzheimer. En fait, ce qui se passe, c'est que cette évolution de nos fonctions cognitives avec l'âge, elle peut être, on va dire, normale, c'est ce qu'on appelle le vieillissement normal, ou alors elle peut être un peu plus rapide. Et lorsqu'elle est un peu plus rapide, c'est là qu'il faut réellement se poser la question de savoir si cela ne cache pas en quelque sorte une maladie neurodégénérative, par exemple, comme une maladie d'Alzheimer. Si on fixe un stade à partir duquel ce vieillissement pathologique est associé à des pertes de mémoire, on va le fixer ici. Vous voyez que lorsque vous avez un vieillissement normal, au bout d'un certain nombre d'années, finalement, vous ne coupez pas. Vous avez quelques petits trous de mémoire, mais pas réellement des pertes de mémoire qui vont vous gêner socialement. En revanche, une personne qui va avoir ce vieillissement pathologique va couper beaucoup plus tôt la courbe des pertes de mémoire. Et puis si on continue avec au-delà des pertes de mémoire, on va se voir caractériser une maladie d'Alzheimer avec l'apparition des premiers symptômes de la maladie qui là encore vont venir couper beaucoup plus tôt la courbe du vieillissement pathologique, alors que le vieillissement normal
continue sa courbe lentement et finalement ne la coupera que très tard, voire probablement après notre décès. Et si on continue toujours sur cette logique-là, le diagnostic clinique que l'on va poser dans le cadre de ce vieillissement pathologique sur une maladie d'Alzheimer se fera en général entre l'apparition des premiers symptômes et l'évolution et la caractérisation diagnostique de la maladie. Mais ce qui serait intéressant d'imaginer, c'est de pouvoir finalement ralentir cette baisse de fonctionnement intellectuel et avoir un vieillissement qui ne soit pas complètement normal, mais qui ne soit pas aussi rapide que le vieillissement que l'on peut observer dans le cadre d'un vieillissement pathologique. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que on finit par couper la courbe des troubles de mémoire plus tard et de développer réellement les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer encore beaucoup plus tard. Et suffisamment tard pour que finalement, on puisse faire un diagnostic avec un décalage. Donc l'idée, c'est réellement de repousser l'âge de début de la maladie, l'âge clinique, puisque bien sûr, la maladie aura évolué tout au long de la vie dans ce contexte, et pouvoir décaler dans le temps, quelque part, cette courbe. L'intérêt, c'est que dans cette période, vous aurez de petits troubles, mais vous n'aurez pas de diagnostic de maladie d'Alzheimer, donc c'est comme si vous n'aviez pas cliniquement de maladie d'Alzheimer, et on pourrait imaginer que vous puissiez décéder avant que les premiers symptômes qui appellent le diagnostic de maladie d'Alzheimer apparaissent et qu'en quelque sorte, vous ayez vécu une vie avec un fonctionnement quasi normal de vos fonctions intellectuelles et pas la pose d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer. C'est vraiment typiquement ce qui constitue la base de la prévention. Alors, les hypothèses qu'on a faites là-dessus nous ont amené à nous demander si vraiment ça peut exister, le fait de pouvoir reculer l'âge de début de la maladie. Et un certain nombre d'études, depuis à peu près une dizaine d'années, ont tendance à montrer que ce qu'on appelle l'incidence, le nombre de nouveaux cas de survenue d'une maladie d'Alzheimer, a tendance à légèrement baisser en fonction de l'année de naissance, grosso modo. En gros, des personnes qui sont nées qui ont, mettons, 70 ans en 1980 en moyenne, vont avoir une fréquence de survenue de la maladie d'Alzheimer de 3,6% en moyenne sur 3 décades. Et on s'aperçoit dans les résultats de cette étude américaine que si on passe ensuite à une période un peu plus tardive, à 90 ans, donc des gens qui sont nés 10 ans plus tard, à la même époque, on voit qu'on aura seulement 2,8% d'incidence de cette maladie. Et dans cette population, 10 ans plus tard, c'est-à-dire vous avez 70 ans en l'an 2000, vous aurez une diminution, là encore, de 2,2% de cette incidence qui tombe à 2% en 2010. Donc vous voyez qu'il y a une baisse relativement faible, il faut le reconnaître, mais un peu systématique du nombre de nouveaux cas. Quand ces résultats sont parus, d'abord publiés par une équipe hollandaise, on a tous pensé qu'il y avait ce qu'on appelle un biais, c'est-à-dire une erreur systématique, qu'on n'interprétait pas bien les résultats, parce que comme vous le savez très bien, le nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer a tendance à augmenter. Mais c'est le nombre de patients à un moment donné, ce qu'on appelle la prévalence. Quelle est la fréquence de la maladie dans la population à un moment donné? Mais vous apercevez quand même que ce n'est pas l'incidence. L'incidence, c'est les nouveaux cas. Si on prend l'exemple de la France, on a à un moment donné, en ce moment, environ entre 900 000 et 1 million de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et chaque année, un certain nombre de patients vient grossir ce chiffre. Il est de l'ordre de 200 000 patients par an. Donc, ce chiffre de 200 000 a tendance à légèrement baisser, mais l'augmentation de l'espérance de vie fait que le nombre absolu a tendance à augmenter. Mais quand même, ce que l'on voit ici, c'est que l'hypothèse qu'on avait faite il y a quelques instants de se dire que finalement, il est peut-être possible de ralentir l'évolution, se vérifie. Parce que quand on regarde qu'est-ce qui explique cette baisse, ce n'est pas qu'on a moins de cas, ce n'est pas qu'il y a moins de cas, mais c'est qu'en moyenne, l'âge de début commence beaucoup plus tard. Et comme quand vous développez une maladie à 85 ans au lieu de la développer à 75 ans, entre 75 ans et 85 ans, vous avez malheureusement un tas de mauvaises raisons de décéder d'autre chose qui n'a rien à voir. Et finalement, comme on l'avait vu dans la symbolisation, dans la schématisation initiale, décéder avant de voir apparaître les premiers symptômes. Et la question qu'on se pose tous, c'est mais qu'est-ce qui explique cette baisse? C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique le fait qu'on repousse l'âge de début des premiers symptômes? Les travaux qui ont porté sur cette étude ont montré que c'était, par exemple, le nombre d'années d'études. Plus votre nombre d'années d'études est grand, plus votre risque de développer une maladie d'Alzheimer tard est important, votre avantage plutôt, votre bénéfice. De même, le fait de prendre en charge ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire
permet, lorsqu'on arrive à le diminuer, permet de repousser l'âge de début des premiers symptômes. Et on analysait tout ce qui faisait que certaines personnes développent une maladie d'Alzheimer à 65 ans et d'autres à 75 ans, 85 ans ou 90 ans. Et en regardant bien, on s'est aperçu qu'un certain nombre de facteurs l'expliquaient, et en particulier notre régime alimentaire. Si maintenant, alors donc oui, il est possible de repousser l'âge de début des premiers symptômes. Alors comment ça se passe en pratique? En fait, notre cerveau, qui ne se divise plus, dont les cellules ne se divisent plus à partir de l'âge adulte, de l'ordre de 20 à 25 ans, continue quand même à évoluer. Et il évolue en établissant systématiquement, chaque fois qu'on a des apprentissages, chaque fois qu'on se développe, chaque fois que notre cerveau est soumis à une contrainte, sort de sa zone de confort, on développe des connexions entre les neurones. Et c'est ces connexions qui font la richesse du fonctionnement de notre cerveau. C'est ce que j'appelle là le capital cerveau, ce que nous, en tant que scientifiques, on appelle la réserve cognitive. Et c'est cette adaptation qui, en fait, permet justement d'avoir cet avantage et de résister, par exemple, à la maladie d'Alzheimer. Ici, vous avez l'âge, vous avez l'estimation des fonctions cognitives. Si on prend quelqu'un qui a peu de connexions, dans ce qu'on appelle une réserve cognitive basse, on va voir que finalement, en fonction de la diminution de l'estimation de ses fonctions cognitives, il va couper la courbe en un certain point qui va être ici, qui va l'amener à porter, malheureusement, à devoir porter le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Si on prend quelqu'un qui a une fonction, un capital cerveau plus élevé, on se rend compte que là, l'âge auquel on coupe la courbe du diagnostic est plus tardif. Même si au bout du compte, on s'aperçoit que l'effondrement des fonctions cognitives arrive à peu près en même temps. Et vous voyez que là, on peut avoir finalement le même décalage qu'on avait tout à l'heure d'âge de début qui repousse. Et si le décès survient avant, on pourrait très bien même décéder sans jamais qu'on ait eu à poser le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Juste un petit point sur cette courbe, vous voyez que ces deux courbes finissent au même endroit. Et souvent, quand les gens ont un haut niveau de fonction cognitive, lorsqu'ils rentrent dans la maladie, on a l'impression qu'ils font des maladies plus rapides et plus graves. Et ça correspond bien à cette accélération que l'on voit ici, accélération qui est beaucoup plus lente quand on l'a commencé plus tôt. Mais au total, ce qui est important, c'est de garder le plus longtemps possible, c'est ce qu'on observe là, ces fonctions cognitives actives, et justement, ça permet de repousser cet âge de début de la maladie. Alors, pour essayer de voir sur le plan alimentaire, qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en œuvre pour voir comment est-ce qu'on peut très concrètement bénéficier de ces quelques années de vie supplémentaires sans diagnostic de maladie d'Alzheimer, on est allé voir des spécialistes. On en a vu 3. La première s'appelle Sarah, le deuxième s'appelle Shigeshio et la troisième s'appelle Jeanne. Alors, Sarah, en fait, c'est Sarah Knoss. C'est la doyenne des Américains. Elle a vécu 119 ans et elle, son truc alimentaire, c'est qu'elle mangeait des tortues en chocolat au lait, des noix de cajou et des chips. Et vous allez voir que chacun de ces spécialistes, qui sont tous des centenaires, avaient leur petit truc alimentaire, ce qui, selon eux, expliquait leur espérance de vie aussi longue. Shigeshio Itsumi, lui, a vécu 120 ans, c'est le seul homme centenaire dans le top 10. Il se levait, lui, à 6 h du matin et il mangeait un petit déjeuner de soupe de gruau de riz et des haricots, suivi d'une courte promenade. Pour lui, c'est ça qui a expliqué le fait qu'il a vécu si longtemps. Ensuite, c'est Jeanne Calment qui... Bonjour, monsieur Fourdrinier. Oui, pardon, bonjour. Je vais me permettre juste voilà. Ça, c'est Jeanne Calment, que vous connaissez tous, qui a vécu 122 ans et qui, elle, disait qu'elle prenait un verre de Porto par jour, 1 kilo de chocolat par semaine et avait un optimisme à toute épreuve, puisqu'on lui prête la phrase « J'ai attendu 110 ans pour être célèbre, j'entends bien en profiter le plus longtemps possible ». Et on a profité presque 10 ans. Alors, quand on va sur Internet chercher tout ce qui est en lien entre aliments et cerveau, vous voyez ici, vous avez à peu près 12 400 000 résultats et vous trouvez toujours le top 10 des aliments pour le cerveau, ces 7 aliments qui sont bons pour votre cerveau, les 10 aliments qui rendent intelligent, les 7 super aliments pour les neurones, les aliments du cerveau, les 5 aliments pour un cerveau en forme. Alors, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vraiment une préoccupation qu'ont les gens aujourd'hui de savoir comment leur alimentation va leur aider à avoir un meilleur cerveau. Ce qui se passe, c'est qu'on a relativement
peu d'études qui permettent de le démontrer, et toutes celles que l'on a ont tendance à converger vers un type de régime alimentaire qu'on appelle le régime méditerranéen. Alors, on dit régime, mais ça n'a rien de régime, ça n'a pas de vertu que l'on cherche amaigrissante, par exemple, comme souvent dans les régimes, et c'est juste une composition d'un certain repas avec l'usage, par exemple, de poissons, de graines, de fruits frais. Et lorsque l'on regarde les études autour du régime méditerranéen, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des essais randomisés, c'est-à-dire des essais dans lesquels on tire au sort les gens, on les met à manger suivant un régime méditerranéen, on les compare à des gens qui ne mangent pas de la même manière. Alors, il y a très peu d'études, il y a beaucoup d'études d'observation qui tentent à montrer que ceux qui ont un régime méditerranéen développent un Alzheimer plus tard. Là, il y a une des rares études qui ait été faite comme un médicament, comme dans un essai randomisé, dans lequel on a pris des hommes et des femmes âgés en moyenne de 67 ans, avec un très haut risque cardiovasculaire qu'on a suivi 4 ans. Et on a regardé, au travers d'un score composite, leur risque de développer des troubles des fonctions cognitives. Et on avait plusieurs groupes qui étaient contrôlés. On avait d'abord un groupe qui était sous régime méditerranéen avec un surplus d'huile d'olive, un régime méditerranéen avec un surplus de consommation de graines et de noix, et puis ceux qui avaient un régime, on leur donnait quelques conseils alimentaires, mais pas spécifiquement de régime méditerranéen, et tous ces régimes étant tous contrôlés pendant ce suivi de 4 années. Ce que vous voyez, c'est que ceux qui ont les régimes méditerranéens, donc la courbe grise et gris foncé, ici, sont en général au-dessus de la courbe et du score composite, que ce soit pour les troubles de la mémoire, les syndromes frontaux ou globalement au niveau de leur score. En revanche, ceux qui ont un régime habituel ont tendance à avoir une altération de leur fonction cognitive. Donc c'est cette étude randomisée qui permet de montrer que le régime méditerranéen, alors accommodé de quelques éléments supplémentaires comme de l'huile d'olive, qui fait partie du régime méditerranéen, ou d'un peu plus de noix, noisettes et amandes, semble avoir un effet bénéfique pour nos fonctions cognitives. Du coup, qu'est-ce que le régime méditerranéen? Les 10 grands principes, c'est d'abord l'huile d'olive comme source principale de graisse, la consommation de légumes chaque jour, la consommation de fruits chaque jour, des céréales complètes chaque jour également, des légumes secs environ 2 fois par semaine, des noix, des amandes, des noisettes, des olives juste avant les repas, à titre d'apéritif par exemple, du poisson en moyenne 2 fois par semaine, du fromage frais ou des yaourts, souvent à base de lait de chèvre ou de lait de brebis chaque jour, des viandes maigres, essentiellement des volailles, 1 à 2 fois par semaine, et très rarement des viandes rouges. C'est ça qui constitue le régime méditerranéen, et on verra tout à l'heure que s'y associent d'autres éléments. D'abord, c'est souvent un régime riche en herbes aromatiques, qu'elles soient fraîches ou séchées, du romarin, du thym, du laurier, de la menthe, avec des épices également, du poivre, du paprika, du safran et de l'ail. Et également une façon de cuire les aliments qui est particulière, c'est une cuisson la plupart du temps douce et lente, qui réduit au maximum tous les aspects de friture et les températures supérieures à 200 degrés, puisqu'on sait que au-delà de 110-120 degrés, on a une modification importante des aliments, en particulier les graisses, qui sont tellement positives dans leur forme, on va dire crue, comme l'huile d'olive, et qui, lorsqu'on les chauffe, ont tendance à se saturer et ne plus pouvoir bénéficier de leurs effets bénéfiques sur en particulier notre santé cardiovasculaire. C'est également des repas qui sont pris souvent à heure régulière et à plusieurs pour la convivialité. Rappelez-vous, les relations sociales sont un élément absolument essentiel du maintien de l'activité de notre cerveau. Et puis, pour certains, il y a une petite sieste de 30 minutes maximum qui est associée. Donc, c'est à la fois une composition alimentaire, mais c'est également une façon de vivre importante qui aide également à ce maintien des fonctions cognitives. À côté de ça, et ça vous en trouverez beaucoup sur Internet, c'est de se dire finalement on ne va pas faire du régime alimentaire de type méditerranéen, mais on va essayer de voir les composants qui sont importants dans ce régime et puis on va les prendre sous forme de pilules parce que une petite pilule, ça facilite tellement la vie. Et c'est ce qu'on appelle les compléments alimentaires et ça, c'est un vrai piège. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, aucun des compléments alimentaires n'a fait la preuve de son effet sur les fonctions cognitives dans des essais randomisés, des essais qui comparent ces compléments alimentaires comme des médicaments. Alors, je vais en prendre quelques exemples.
c'est par exemple les antioxydants, c'est par exemple les oméga 3, c'est toutes ces choses-là qui semblent bonnes, puisque c'est ça apparemment qui est le produit actif dans le régime méditerranéen, mais lorsqu'on les essaye dans de grandes populations, elles ne semblent pas avoir d'effet sur le développement de la maladie ou sur le retard d'apparition des symptômes. Mais il y a quand même en matière de compléments alimentaires certaines situations à considérer. Si par exemple vous êtes peu exposé au soleil, excusez-moi, si vous êtes peu exposé au soleil, que votre mode de vie vous impose de ne manger que des produits secs ou des plats préparés, que vous ne consommez jamais de poisson ni de fruits frais ou de légumes, vraiment à l'opposé du régime méditerranéen, il faut voir avec votre médecin ce qu'il en est exactement, en particulier de ce qu'on appelle la vitamine D. Et là, c'est intéressant de voir cette étude qui montre qu'en fait, alors c'est une étude descriptive bien sûr, que votre risque de développer une démence, un trouble des fonctions cognitives grave, quelle que soit sa cause, est d'autant plus important que vous avez une déficience en vitamine D. Vous voyez que la déficience à moins de 25 nanomoles, l'insuffisance, et là le niveau normal, vous voyez que les courbes à chaque fois vous amènent de plus en plus près vers le risque de développer une démence. Donc la compensation en vitamine D est quelque chose d'important. Il faut savoir en France que à peu près plus de 60% de la population, en particulier au nord de la Loire, en raison des problèmes d'exposition solaire, a une insuffisance en vitamine D. Autres compléments alimentaires, vous avez les vitamines B6, B12, les oméga 3, le curcuma, les antioxydants, les caroténoïdes, le resveratrol, la DHEA. Rien jusqu'à présent n'a fait la preuve d'une activité spécifique. Donc évitez de dépenser de l'argent pour acheter ces produits. Essayez plutôt d'avoir une alimentation équilibrée. Alors on parle aussi du vin et de l'alcool. Alors là non, il y a eu à un moment au siècle dernier quelques études qui auraient montré un effet protecteur, mais à des doses relativement importantes du vin, qui n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Le café, par exemple, oui, le café est un bon stimulant du cerveau. Il ne faut pas dépasser 2 à 3 tasses par jour. Il y a actuellement un essai qui est réalisé en particulier avec les équipes de Lille sur la caféine, pour savoir si ça apporte un effet bénéfique chez des patients qui ont des troubles des fonctions cognitives. Et bien sûr, le thé également, avec 3 à 5 tasses par jour, qui peut avoir un effet bénéfique sur nos fonctions intellectuelles. L'idée, c'est bien sûr non seulement de prendre ce régime méditerranéen, mais si vous prenez par exemple ces compléments alimentaires, la vitamine D, allez voir votre médecin traitant pour qu'il vous fasse une prescription régulière. Surtout, on arrive dans la période de l'hiver avec une moins bonne exposition solaire. Donc, c'est important d'en prendre régulièrement. Si vous avez des carences, en revanche, en particulier en vitamine D, oui, là, vous pouvez prendre des supplémentations. Pour ce qui est des oméga 3, ça ne sert à rien, ça coûte extrêmement cher et il vaut mieux consommer régulièrement des poissons gras. Vous pouvez même les prendre en boîte, des morues, des harengs, des sardines en boîte, avec de l'huile d'olive, des noix et des amandes. Et puis pour ce qui est des antioxydants, là encore, ne dépensez pas inutilement votre argent en capsules d'antioxydants. Vous mettez dans vos plats des épices, de l'ail, des herbes fraîches et vous aurez cet apport en antioxydants. N'oubliez pas quand même d'avoir une activité physique, de conserver un certain optimisme. Bon, toutes les autres actions qui sont importantes pour la protection, je vous en rappelle quelques-unes, de lire à la place de regarder la télé, d'arrêter de fumer, de perdre un peu de poids si nécessaire, vont vous permettre là justement de progresser encore vers euh, une action qui va vous permettre de repenser le plus tardivement vos facteurs de risque. Je vous rappelle qu'avec la Fondation, on a édité ce livre qui concerne les secrets d'un cerveau en pleine forme. Vous retrouvez tout ça pour donner un futur à notre mémoire. Voilà. J'en ai terminé et je vais regarder maintenant les quelques questions qui nous ont été posées pour y répondre avant de laisser la place au chef Thibaut Fourdrinier qui va, lui, rentrer vraiment dans le vif du sujet du régime méditerranéen dont c'est la spécialité. Alors, j'ai une question de Marie-Hélène qui nous demande s'il y a des signes avant-coureurs. Alors, je suppose que c'est des signes avant-coureurs de survenue d'une maladie d'Alzheimer. Oui, ils sont souvent discrets, c'est souvent des troubles des fonctions intellectuelles. Mais voilà, il faut passer, c'est toujours très difficile de faire un diagnostic, surtout en début de maladie. C'est pour ça qu'en France, on a créé des centres spécialisés qu'on appelle des centres mémoire. Il y en a même certains de recherche et de référence et de recherche, de ressources et de recherche, pardon, qui vont voir si les troubles qui vous gênent dans la vie sociale, qui justifient que vous ayez eu besoin d'avoir une consultation avec un médecin, relèvent de la maladie d'Alzheimer ou relèvent d'autres éléments pathologiques, comme par exemple une dépression.
Florian nous demande s'il est possible d'avoir le support de présentation. Oui, alors comme a très bien répondu Marion, que je salue ici, qui est à la gestion de ce webinaire, vous aurez l'intégralité de la conférence en replay dès demain. En revanche, pas la diffusion en direct, mais vous la retrouverez au sein de la conférence. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vais donc laisser la parole au chef Thibaut Fourdrinier, qui va, lui, nous parler de ce qu'il sait faire de manière extrêmement remarquable, c'est-à-dire faire de bons plats pour avoir une bonne santé. Chef, si vous pouvez monter sur la scène. Vous me voyez. Oui, on vous voit, c'est parfait. Bonjour à tous. Voilà. Bon, merci en tout cas pour l'invitation, de pouvoir Bah, échanger et participer avec vous à ce moment. Je vais faire au mieux. C'est pas ce que je maîtrise. je vais vous mettre en plein écran. Voilà, ce sera bien. Voilà, je suis en mode, je suis pas encore en mode tenue. Je suis un peu à la. C'est la petite période de coupure. Voilà. Donc je voulais intervenir. Souvent, par rapport à ce qui se dit, et je pense que la première médecine, effectivement, elle est de la nourriture. Donc moi, j'ai travaillé dans le sud, j'ai travaillé dans le sud-sud, parce que je travaillais au Maroc. Je travaillais beaucoup dans le sud de la France. Maintenant, je suis installé sur Marc-en-Barœul, sur la métropole lilloise. Mais on a toujours cette volonté dans ce qu'on fait de d'aller chercher le produit au moment où il est là. Et je pense que la première médecine ou une des premières ou la chose la plus importante, c'est justement d'aller et de consommer des aliments quand la nature les a mis à disposition. Voilà. Effectivement, on le sait, je pense, les chercheurs le savent, c'est quelque chose qu'on répète régulièrement. La partie laitage, beurre dans la cuisine du Nord ou de Normandie n'est pas forcément bonne ou à court terme ou à petite dose dans la cuisine de tous les jours. Et on sait aussi, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est que la cuisine provençale, ou la cuisine méditerranéenne, pardon, à base d'huile d'olive, avec des cuissons basses, des cuissons longues, avec des températures respectées, on arrive à garder le maximum des nutriments dans les aliments, et fait qu'au final, on a des résultats nettement différents. Voilà. Alors moi, j'ai une cuisine de produits essentiellement, où on essaye de respecter des températures, où j'aime bien mélanger du cru, du cuit pour justement contrebalancer ou équilibrer sur certains plats, pour amener au maximum de chaque aliment à maturité différente ou à cuisson différente ou à température différente pour, euh, pour justement équilibrer voilà, le plat et la santé, parce qu'on regarde, quand vous regardez les chariots, enfin, les gens qui font les courses, regarde qui je suis, regarde ce que je mange, tu sauras qui je suis. Enfin voilà, grosso modo. C'est-à-dire qu'en regardant les chariots des courses des gens, ou en regardant les gens, on peut deviner leur chariot. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur un autre domaine, puisqu'on ne voit pas le cerveau des gens. Mais voilà, on essaye de faire tous les jours bon, pour que on est les premiers médecins en fait, je pense. Je sais pas si mon intervention est assez cohérente, mais je veux dire, c'est que les restaurants qui respectent les produits, qui respectent les saisons, qui respectent les températures, où on essaye d'utiliser au mieux les nutriments sans détruire l'aliment, c'est une des premières médecines. Et la malbouffe, hein, comme on dit, est le premier poison pour les, euh, pour les gens, quoi, parce que mal manger accélère beaucoup de choses, hein, certainement sur Alzheimer, et sur d'autres maladies dont on sait. Donc voilà un petit peu ma vision. Nous, on a créé
en parallèle, c'est-à-dire quelque chose qui s'appelle Food Allergy Friendly, c'est justement un échange sur les allergies. Moi, je viens d'avoir mes résultats, donc je vous donne pas ma liste, mais j'ai un peu de mal à digérer depuis 2-3 jours parce que je me suis aperçu que j'avais énormément d'allergies, donc ça va forcément avoir une contrainte et une nouvelle organisation de ma cuisine. Donc, je vais certainement devoir revenir plus à une cuisine un peu plus méditerranéenne, comme j'ai fait pendant les années passées, que j'avais un peu mis un peu en stand-by dans ma cuisine, puisque j'étais revenu dans le Nord. Certainement qu'elle va refaire une réapparition, puisque pour moi, la crème et tout ce qui est produits laitages sont terminés. Dommage, parce que là, bon, le brebis et le fromage de chèvre sont des aliments que j'adore travailler, d'où mon passé dans le sud de la France. Donc voilà, donc ça fait partie des choses. Donc on va essayer de continuer à faire cette cuisine en essayant de trouver d'autres moyens ou d'autres techniques pour garder les goûts des aliments encore au maximum en utilisant un peu plus d'huile d'olive et un peu moins de beurre. Voilà, dans le Normand et du Nord, ça va être un peu plus compliqué pour moi. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si j'ai résumé un peu mon intervention. Après, je ne suis pas un spécialiste sur ce genre de choses. La cuisine provençale, on le sait, hein, de toute façon, que l'huile d'olive, que ça soit l'huile d'olive, que ça soit les aromates naturels, tout ce qui est. Alors, la cuisine provençale a toujours été une cuisine de classisme naturel. Hein, c'est-à-dire qu'on prenait le temps de faire à manger, on prenait le temps de cuisiner les choses. Donc, du coup, plus on remonte vers le nord, comme vous disiez tout à l'heure, plus la courbe s'inverse, qui est plus ou moins logique, puisque dans le sud, on vit toujours en mode on prend le temps de faire à manger, on prend le temps de faire la sieste. Voilà, que plus on monte au-dessus de la Loire, hein, plus on arrive sur la région les villes, Paris, où c'est speed, Lille, je vous en parle pas, c'est pareil. Donc, on prend plus le temps. Et en fait, les maladies s'amènent parce que l'homme a créé. Hein. Donc, je pense certainement qu'ils étaient là, mais a créé beaucoup plus de stress, beaucoup plus de speed, beaucoup moins de temps pour prendre pour faire à manger, fait qu'au final, voilà. Donc, essayons de mettre un minimum, c'est-à-dire les choses que l'on maîtrise, c'est-à-dire les achats des produits, la cuisine des produits, prendre le temps de faire à manger à la maison, cuisiner les produits de saison, les cuisiner à des températures respectables sans les brûler, en faisant attention. Voilà un peu pour moi la ligne qu'il faut suivre. Voilà, je ne sais pas si mon intervention a été assez claire. Oui, oui, non, tout à fait. Merci, merci beaucoup. J'ai un problème avec ma caméra que je n'arrive plus à allumer. Voilà. Merci beaucoup, chef. Juste une question. Vous, quel est le plat que vous préférez faire en matière, parce que vous avez beaucoup travaillé dans le midi de la France. Qu'est-ce que vous travaillez le mieux? Qu'est-ce que vous travaillez le plus? Qu'est-ce qui, Alors moi, ma cuisine préférée, c'est autour du poisson. C'est vrai que c'est quelque chose que j'adore parce que justement, on cuit toujours c'est très délicat. Moi, je ne vais pas vous dire mes températures de cuisson parce que c'est des cuissons longues sur des poissons. Mais On si, essaie d'avoir. ça nous intéresse, on va en profiter pour avoir quelques-uns de vos tips. Moi, je cuis mes poissons à 47, mais pendant 25, 30, 35 minutes. Ça dépend des poissons, vous voyez. Donc, parce qu'on les monte tout doucement en température. En fait, la bonne cuisson d'un poisson, c'est quand on voit, vous savez, comme une station. Vous allez voir, la comparaison est un peu plus loufoque, mais c'est quand vous avez dans une station-service et vous regardez au sol, vous avez cette petite eau mélangée avec un peu de fioul, vous voyez. Et quand quand vous cuisez votre poisson, quand vous le tranchez, que vous avez ce côté un petit peu arc-en-ciel, voilà, c'est ce qu'on appelle avoir la cuisson parfaite d'un poisson. Voilà. Donc moi j'aime bien avoir cette cuisson très nacrée, juste arrosée d'un filet d'huile d'olive. Alors il faut savoir qu'il y a des huiles d'olive beaucoup plus aromatiques selon les pressages et tout ça où on peut monter en cuisson. Mais c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, 110, 120 sans agresser les produits, c'est là où on a le meilleur rendement parce qu'elle apporte son côté gustatif. Parce qu'après, au-dessus de 120 degrés, c'est qu'un corps gras. Hein. Il y a plus de, Elle a plus son utilité réelle d'huile d'olive. Quand vous faites cuire votre poisson, vous le faites cuire à la vapeur, vous le faites cuire au four, vous le faites cuire dans une J'ai poêle? plusieurs, j'ai des poissons où je fais 3 cuissons, puisque je fais un pochage avant, après on les snack à la plancha, on les finit au four. J'utilise très peu la vapeur pour les poissons. J'utilise très peu. Les poissons que j'utilise pas en vapeur, mais
où je mets en bouillon, c'est les lottes et les poissons qui ont besoin d'être raffermis. Donc moi, je sale tous mes poissons avant déjà, toujours, pendant 20 minutes au gros sel pour raffermir et enlever un peu l'eau et pour garder une texture de chair, tout simplement. Et après, c'est souvent juste snacker et après à une température constante au four. Mais c'est des choses qu'on peut faire à la maison, hein. C'est toujours la même chose, en fait. On parlait du sud de la France, mais en fait, on pense que, et là, on pense que pour aller vite, il faut cuire plus vite. Donc, du coup, on met à fond, on met le poisson à fond. Après, il est bien noir et il n'y a rien de pire, quoi. Mais effectivement, on va plus vite. Mais en fait, il faut prendre le temps. Et ça, prendre le temps, c'est compliqué, hein, mais prendre le temps, un poisson cuit tranquillement, même sur votre poissonnier, hein, juste mis dans un plat, huile d'olive, euh, un peu d'orge, un peu d'épeautre, comme ça, et vous mettez juste au four 40 minutes et vous mettez votre four, donc thermostat à 2, c'est 30, donc ça fait à peu près 2, et vous laissez voilà, pendant 35 minutes. Et là, vous aurez un poisson nickel. Et vous avez le temps de faire autre chose pendant ces 30 minutes-là. Là, on parlait aussi des huiles d'olive. Alors, en effet, elles ont des goûts. C'est souvent ce goût qui est parfois un petit peu fort, hein. Les gens ont plus l'habitude d'avoir des huiles de tournesol ou d'un pépin de raisin. Mais là, l'huile d'olive, elle est intéressante parce que nous, on appelle ça des graisses monoinsaturées. Elles sont excellentes pour la santé cardiovasculaire et de nos vaisseaux. Euh, Qu'est-ce que vous nous recommandez pour les huiles d'olive? En général, on dit qu'il vaut mieux une huile d'olive extra vierge de première pression à froid parce que justement, elles résistent mieux à la température, mais souvent, elles ont beaucoup plus de goût. Vous avez des choix particuliers de vos huiles d'olive? Bah, en fait, les huiles d'olive, bah, déjà, je pense qu'il faut prendre des petits artisans. Voilà, il faut éviter toutes les marques qu'on voit et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui font des très bonnes huiles d'olive, voilà, et qui prennent le temps. En fait, les huiles d'olive, c'est comme le vin, la différence que le terroir n'intervient pas. Les huiles d'olive, ce qui intervient, c'est effectivement les différentes de pression, première pression, deuxième pression. Et ce qui intervient, c'est au moment où ils ont été récoltés. S'ils ont été récoltés le matin à la rosée, en plein soleil, donc le terroir n'intervient pas, mais les endroits interviennent, c'est-à-dire les flancs de montagne, cachés dans les montagnes, l'Espagne, la Provence, avec quoi ils vont être. Voilà, c'est là où il y a une réelle intervention. Après, je pense qu'une huile d'olive, c'est un peu comme un vignoble, c'est-à-dire que chacun doit se faire un peu son palais. À partir du moment où, voilà, après, certes, il y en a qui sont un peu plus là pour juste assaisonner, vous voyez. Mais si déjà, alors pour se faire un palais, quand on n'a pas le palais à l'huile d'olive, hein, parce que dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le palais à l'huile d'olive en général. Mais oui, voilà, il faut faire une bonne huile, une première pression à froid, où là, on a un peu tout ce qui est, tout le côté un peu complexe, mais toute la force de l'huile d'olive et qu'on peut utiliser un peu dans les deux. Voilà. Et après, il faut aller chercher sur des huiles d'olive noires maturées, où là, on va chercher de l'huile quand elle est noire, très prononcée, limite, j'allais dire, sur des fruits confits, mais là, pour le coup, sur de l'olive confite. On a des choses très, très aromatiques et très poussées. Voilà, et là, on est vraiment juste en assaisonnement sur un poisson, par exemple. C'est ça Et, qui est et intéressant. et les légumes, alors, les apports de légumes, parce que vous savez que c'est un élément important du régime méditerranéen. Vous prenez quel type de légumes? Vous les traitez comment? Vous les travaillez comment? Alors, nous, comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien amener le cru, le cuit. J'aime bien cuire énormément avec la peau. Euh, Plus ça va, plus j'avance, moins je cuis dans l'eau. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de cuire les légumes avec leur propre eau. Donc, je cuis en grosses cocottes, des cocottes en fonte, à petit feu pour que, en fait, l'eau qui est dans les légumes soit crachée. Et en fait, pour cuire comme ça, pour garder le maximum du goût du légume. En ce moment, on est sur les courges, donc je cuis les courges entières. Voilà. Et après, on les gratte, on les assaisonne après. Alors, effectivement, on n'a pas du tout le même goût d'assaisonnement, parce qu'on sait que le sel est un révélateur et un fixateur de goût. Donc, du coup, quand on assaisonne un légume sur le moment, on lui fait sortir ses goûts. Le fait de cuire les légumes entiers comme ça dans la peau, effectivement, le sel qu'on rajoute après, c'est toujours un peu plus difficile à doser. Voilà. Mais de toute façon, je pense que ce que je disais tout à l'heure, la première médecine, c'est de manger le légume quand il est là. Voilà. Si déjà on mange pas de tomates entre fin septembre et début juin, ouais, donc voilà, on mange ces tomates en juin, juillet, août et septembre, allez, voilà, c'est tout.
éviter faut prendre des tomates de pleine terre. Il faut pas manger de fraises pendant les fêtes. Il faut éviter de manger des framboises en ce moment. Enfin, je veux dire, déjà, prendre un calendrier de légumes, c'est déjà la base de médicaments qui devrait être conseillé. Et qu'est-ce qu'on prend en novembre et en décembre alors, comme légumes? En ce moment, on est énormément sur les produits racines, hein. C'est clair qu'on est sur les carottes, sur les panais, sur les topinambours, sur les rutabagas, les endives, les salsifis, et après tout ce qui est courge, hein, les butternuts, les variétés de courges, les courges niçoises, les galeuses Kélis, enfin, on est sur une gamme de. La gamme des courges permet d'avoir, je vais limite dire, un jour par semaine avec un velouté différent, juste avec des courges avec des goûts différents. Sucré, moins sucré, beaucoup plus d'amertume, moins d'amertume, juste rôti, un petit gnocchi de pommes de terre, avec des palets de courges et voilà, je veux dire ça suffit. Il y a pas besoin de c'est pas tellement plus compliqué que d'ouvrir une barquette, hein. C'est beaucoup plus Oui, simple. mais c'est peut-être C'est une beaucoup question plus de simple. temps parce que vous les cuisez combien de temps à peu près vos légumes? Bah, ça dépend, quand on met une courge au four comme ça, entière, vous mettez, si on prend un butternut que tout le monde voit à peu près la forme que ça, une grosse poire, un butternut, vous le mettez entier au four, vous comptez à 165 degrés, donc ça fait ça fait thermostat 5 à peu près, 5-6, ça vous fait, faut compter 30 minutes, 35 minutes. 35 minutes, vous donnez le bain aux enfants, vous sortez, votre courge elle est prête, vous l'ouvrez en deux. Non mais voilà, vous l'ouvrez en deux, vous coupez des tronçons, un peu fleur de sel, un tour de moulin à poivre, une salade à côté, vous avez quelque chose de très végétal, de très bon. Vous mangez votre légume, vous n'êtes pas obligé de manger une viande avec. Voilà, vous pouvez manger même juste un poisson, vous mettez dans les 10 dernières minutes, même si c'est à 160. Juste poser à l'huile d'olive à côté. Le temps de finir votre courge, votre poisson, il va monter en température et voilà. C'est toujours la surcuisson qui fait qu'on a des soucis. Et vous le mettez et la texture doit être comment? Plutôt ferme, Après, ça dépend. Soit on veut vraiment avoir une texture très lisse, et dans ce cas-là, nous, on les mixe, on fait des purées lisses qu'on égoutte après. Quand j'égoutte mes légumes, je réutilise le jus que j'ai égoutté. Par exemple, en ce moment, là, ce midi, on avait fait un plat. On a cuit une courge galeuse. Donc, c'est des grosses courges avec les petites taches dessus. Donc, on l'a cuite entière. Ensuite, on l'a mélangée avec des épices. Et après, on la met sur un papier torque, c'est un papier un peu sopalin, un peu épais. On la laisse égoutter 24 heures. Et après, en fait, pour faire ma sauce de fumée de poisson, je récupère ce jus de où j'ai égoutté ma purée, en fait. Donc, donc on utilise la purée et ce qu'on a récupéré, on le repasse, euh, on le repasse dans le fumé. Donc, du coup, on a le goût qui est encore là, voilà. Après, nous, on fait sécher tout. Moi, je fais sécher les peaux des potimarrons. J'ai un déshydrateur, donc mes herbes, je les sèche moi. Je fais mes huiles, on fait nos vinaigres, on fait beaucoup qu'on appelle ça des oranges. Là, on fait des zestes d'orange. Et avec les écorces, je fais des huiles pour récupérer le maximum. On cuit au four à 85 en vapeur pendant 1 heure. Comme ça, les huiles prennent des huiles neutres comme la pépin de raisin. On les parfume, ce qui permet d'avoir des, euh, des gouttes d'huile différentes et d'assaisonner nos plats en plus. et alors maintenant, puisque vous savez que dans le régime méditerranéen, il y a aussi tout ce qui est volaille, vous avez des particularités de cuisson des volailles, d'assaisonnement, justement dans ce contexte-là, avec votre expérience longue, du Maroc et de la Méditerranée? Bah, les volailles, je vais vous dire, la meilleure volaille que j'ai mangée, c'est la tagine, hein. Donc, Ouais. voilà, où c'est des cuissons lentes et longues. Voilà. Mais après, enfin, la volaille, moi, ce qu'on aime bien, c'est la pocher avant. Voilà. En fait, vous faites Pocher, un vous court. nous expliquez comment vous pochez une En fait, volaille ou un poisson? vous faites un court bouillon avec, alors soit avec des os de volaille comme nous on fait, mais sinon vous pouvez utiliser des petits cubes aromatiques de légumes, voilà, pour un gros volume. Et vous pochez votre volaille entière, donc vidée, préparée par votre boucher, entière dedans pendant 2 petites minutes, ce qui fait qu'elle va, ce qu'on a, se purifier un petit peu, enlever toutes les mauvaises graisses qui sont dans la peau et tout ça. Voilà. Vous la sortez, vous l'égouttez et après vous la faites rôtir. Et là, vous allez avoir une peau où vous avez tous les goûts qui va rester super croustillante. D'accord. Vous n'aurez plus d'impuretés ou de. Voilà, parce que la volaille, on sait que c'est quand même. C'est très bon,
mais il faut que ça soit bien préparé. Voilà. Et moi, dedans, ce que j'aime bien à la provençale, c'est mettre du pain, de l'ail, du thym, du romarin. Vous faites bien des gros croûtons du pain qui reste de la veille, bien de l'huile d'olive dedans, vous faites tout ça, et vous mettez tout dans la volaille, histoire de bien farcir. Comme ça récupère tout le jus de cuisson. Et quand vous ouvrez jus de volaille, après vous servez ça avec les petits croûtons qui ont pris tout le goût de la volaille naturelle. Donc voilà, ça c'est bon. Mais ça sert à rien de monter à des grosses températures. Une volaille, vous mettez votre four à 150, 160. Une fois que vous l'avez, si vous l'avez poché avant, ça suffit pour avoir une peau croustillante. Et les Ou, légumes, et avec la volaille, les légumes que vous allez mettre? bah, en ce moment, on va mettre des petits salsifis, hein, juste salsifis. Alors, idéalement, on les épluche, hein, c'est un peu long, trempés dans de l'eau avec un peu de jus de citron pour pas qu'ils s'oxydent, d'accord. Et ensuite, on les cuit dans un blanc. Donc un blanc, c'est de l'eau, un jus de citron, une cuillère de farine. Vous mélangez bien, et quand ça bout, vous mettez vos salsifis dedans. Vous comptez à peu près 15 minutes de cuisson. Voilà. Et ensuite, après, vous les sortez, vous les faites pouler avec un petit filet d'huile d'olive, d'accord? Un peu de noix concassées dessus pour avoir un peu de fruits secs, ou des petites pistaches, voilà, pour amener un peu de goût. Vous servez ça en petite cassolette à côté. Ça peut être juste sympa. Vous avez le salsifis, les petites noix qui ramènent un peu de gourmandise, et votre poulet rôti. Il n'y a pas besoin de mettre 500 grammes de frites ou un petit kilo de pommes purées, quoi. Ouais. Et sur les desserts, alors, parce que maintenant, il faut qu'on parle des desserts quand même. Il y a des spécialités méditerranéennes sur les desserts de la même manière ou pas, hein? Bah, les desserts, oui, après, ils sont très sur le travail du fruit, poêlage au moment, juste avec un petit caramel, ou alors, ou comment on appelle ça? Je suis en train de chercher le nom, mais je suis en train de chercher le nom. Mais après, c'est très sur les amandes, les fruits secs. Euh, Nous, on en fait ce qu'on appelle des tartes mendiants, hein, à base de. Nous, on travaille sur des pâtes sans gluten, sans lactose. Alors, j'ai pas la recette là en tête, mais nous, on en a à la boutique, et on a toujours un dessert sans gluten, sans lactose pour les personnes allergiques, pardon. Mais surtout sur des poêlages de 2 minutes. Voilà. Et beaucoup sur les agrumes également. Donc on peut faire juste un crémeux citron, une petite tarte citron. Bon là pour le coup c'est un peu gras et un peu de beurre dedans, mais j'ai pas trop à l'huile d'olive. Mais alors j'ai fait des glaces à l'huile d'olive. Alors j'ai plus les proportions ni en tête ni voilà, parce que c'est un petit moment que j'en ai pas fait. Mais mais c'est des choses très intéressantes à venir travailler. Une petite glace à l'huile d'olive en plein mois de mai sur un petit carpaccio de fraises. Voilà, c'est des choses que l'on peut faire et qui sont assez rapides à faire à la maison. Vous nous mettriez une petite recette de glace à l'huile d'olive, on pourra la passer sur le site après? À Bien l'occasion, pas sûr. maintenant, si Ouais, ça ouais, 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 il il y a quelques éléments pour les, faut que je remonte dans mes bouquins, dans tous mes cahiers de notes, et il faut que je la retrouve. Mais je vais la voilà, retrouver. mais bon, si vous prenez votre temps, nous on la mettra en ligne, ça pourra toujours nous apporter. Ben, écoutez, un grand, grand merci, hein, comme je sais que Juste. vous allez préparer le service là ce soir, hein, vous allez Ouais, probablement ouais. vous libérer vers Ouais, 6h15. Il est 6h20, on a pris quelques minutes supplémentaires, donc encore un grand, grand merci. bah, merci à vous. J'espère que j'étais assez. Oui, tout à fait, c'est tout à fait adapté. Voilà, notre objectif, c'est de montrer que autant moi, je vous présente les choses sur un aspect technique, médical, autant vous, ben, vous nous apportez presque l'envie de saliver là, dès à présent autour de ce qu'est la réalité de ce régime méditerranéen. Ça reste plus, c'est plus un concept, c'est quelque chose qui est d'une grande richesse et qui va nous permettre de conserver nos fonctions cognitives actives le plus longtemps possible. Exactement. Bon. Grand merci à vous. Merci à vous. Et À puis, bientôt. bon courage là pour votre service de ce Ouais, soir. ouais. Ça va aller. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, donc on a eu le chef Thibaut Fourdrinier, lui qui est un grand fan de régime méditerranéen. Et puis maintenant, on va donc avoir la chance d'avoir le docteur Cécilia Samiri, qui est docteur en épidémiologie, qui est directrice de recherche à l'INSERM, qui a d'ailleurs été prix Joël Ménard de la Fondation en 2019, et qui va nous parler des dernières avancées
en matière de recherche en nutrition. Cécilia. Bonsoir, vous m'entendez? Parfaitement, on t'entend parfaitement. Super. Alors, bonsoir à tous. Alors, on était au resto. Là, je ne sais pas si vous avez envie de retourner sur des aspects un peu plus théoriques de recherche. Enfin, ça va être très, très général, mon topo. Voilà, donc moi, ça fait 15 ans que je fais de la recherche en épidémiologie nutritionnelle en lien avec la maladie d'Alzheimer et le vieillissement cérébral. Et le professeur Amouyel m'a demandé de parler 10 minutes sur les dernières avancées. Alors, ce n'est pas chose facile, évidemment, parce qu'il y a énormément de recherches autour de ces questions. On va essayer d'être synthétique et puis on pourra échanger par la suite via le chat si vous avez des questions plus spécifiques. Cécilia, vous pouvez faire plus que 10 minutes. Hein. D'accord. Je sais pas. Mais bon, avec l'introduction que vous avez faite auparavant, je pense que voilà, c'est très complémentaire. Vous avez parlé de tout le contexte du vieillissement cérébral et de la maladie d'Alzheimer. Donc, finalement, cette slide, c'est une sorte de résumé de ce que vous avez dit. Je pense que les clés de la prévention dans la maladie d'Alzheimer, elles incluent à la fois l'idée de limiter l'accumulation des lésions qui sont typiques de la maladie d'Alzheimer, en particulier la protéine bêta-amyloïde, mais aussi les lésions vasculaires qui sont très souvent associées. On va essayer également en prévention de booster ce qu'on appelle la réserve cognitive, dont vous en avez parlé, Monsieur Amouyel. Si on pouvait trouver une stratégie préventive qui soit à la fois capable de s'attaquer aux lésions cérébrales et à la réserve, à l'augmentation de la réserve cognitive, ce serait extrêmement intéressant. Il se trouve que la nutrition fait partie de ces rares facteurs de risque environnementaux qui sont en théorie capables de s'attaquer un petit peu à tous ces aspects du vieillissement cérébral et de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est de ce point de vue-là extrêmement intéressant. Et puis, un dernier aspect très important dans cette maladie, c'est le temps. Puisque, vous le savez, je pense, on sait aujourd'hui que tous ces processus se mettent en place sur des années, voire des dizaines d'années. Et donc, la prévention va devoir se mettre en place relativement tôt si on veut avoir la chance d'être plus efficace. Alors, l'alimentation, la nutrition, on en parle depuis un bout de temps, là, depuis au moins 1 heure. C'est quelque chose de compliqué pour nous, les chercheurs, à étudier, parce que on appelle ça une exposition, hein, quelque chose auquel on est exposé dans notre vie, qui est complexe, qui est multidimensionnel. On a à la fois des aliments qui sont consommés tous les jours au cours de repas, et ces repas ont certaines caractéristiques pour certains individus et constituent ce qu'on appelle des profils alimentaires. Certaines personnes vont avoir tendance à avoir des profils alimentaires de type plutôt méditerranéen, avoir une alimentation de type méditerranéen. D'autres personnes, au contraire, vont avoir un profil alimentaire plutôt de type traditionnel. Par exemple, l'alimentation traditionnelle du nord de la France avec plus de beurre et de crème, on vient d'en parler. Donc ces typologies alimentaires, elles sont extrêmement importantes, mais il n'en reste pas moins qu'on continue en recherche à étudier de manière très très précise les molécules qui sont contenues dans ces aliments qu'on appelle les nutriments, parce que c'est ces nutriments qui vont avoir les propriétés biologiques qui vont nous intéresser pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Par exemple, les oméga-3 à longue chaîne ou encore la vitamine D dont on a parlé précédemment. Au-delà de ce qu'on ingère, donc les apports alimentaires à travers les aliments qui sont consommés dans des repas, au cours de repas, cette nutrition, elle va avoir un impact important sur le métabolisme interne à travers ce qu'on appelle le métabolome alimentaire. Et tout cela va faire le lien en fait entre la nutrition, ce qu'on ingère, et puis ce qui va se passer au niveau des différents organes de l'organisme, et en particulier le cerveau. Et par ailleurs, ce qu'on ingère, donc la nutrition, va interagir également avec le patrimoine génétique des individus, donc ce qu'on appelle le génome, et aussi, et on le sait, on l'étudie de plus en plus, avec le génome aussi du microbiote, c'est-à-dire l'ensemble de ces micro-organismes qui constituent et qui colonisent notre intestin. Donc en fait, il y a cet écosystème extrêmement complexe qui fait le lien entre ce qu'on ingère et puis les processus biologiques qui sous-tendent la maladie d'Alzheimer, qu'on continue à étudier en recherche énormément.
Donc, on a parlé du régime méditerranéen avec M. Amouyel. C'est vrai que c'est vraiment le modèle d'alimentation saine aujourd'hui qui est probablement le plus validé en recherche, en lien avec la maladie d'Alzheimer, mais pas seulement. Aujourd'hui, il y a vraiment une très grande masse de travaux scientifiques qui montrent le bénéfice de cette alimentation pour diminuer le risque des maladies chroniques de manière générale, y compris les cancers, les maladies cardiovasculaires, et la maladie d'Alzheimer en fait partie. Donc, ce régime méditerranéen, il apporte un ensemble de nutriments extrêmement intéressants qui ont chacun des propriétés et des mécanismes neurobiologiques spécifiques. Donc, globalement, ça va être les micronutriments antioxydants, dont font partie les vitamines E et C, les polyphénols et les caroténoïdes, qu'on va retrouver principalement dans les produits végétaux du régime méditerranéen, mais aussi les noix, enfin le groupe des oléagineux, les noix, dont on a parlé précédemment également. La vitamine D et les acides gras polyinsaturés, notamment de la famille des oméga 3, qui sont apportés par le poisson. L'huile d'olive, extrêmement importante aussi dans le régime méditerranéen, qui apporte des graisses monoinsaturées. Et puis, les vitamines B, très importantes également pour tout un tas de processus cellulaires, notamment liés à l'ADN, en particulier la vitamine B9, qui est apportée par les légumes verts à feuilles. Donc, vous voyez ici l'importance des produits d'origine végétale dans cette alimentation pour leur richesse en micronutriments. Alors, on m'a demandé de parler de des avancées en nutrition. Donc, j'ai évidemment choisi quelques avancées qui me tiennent à cœur. Je ne pouvais pas faire une synthèse exhaustive aujourd'hui. Je pense qu'une des avancées qui a été menée ces 2 dernières années, c'est autour de la caractérisation de l'alimentation à risque, finalement. Parce qu'on parle de l'alimentation méditerranéenne comme étant celle qu'il faudrait prescrire pour la prévention, et c'est vrai, en partie, mais il est important aussi de mieux comprendre quelle est l'alimentation qui creuse le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et là, vous avez par exemple un travail qu'on a conduit dans la cohorte des 3 cités, qui est une étude d'observation qu'on mène en France, dans lequel on a essayé de caractériser les typologies alimentaires des personnes dans la cohorte, en différenciant ceux qui ont développé une maladie d'Alzheimer, qu'on appelle les cas, là, à gauche, dans les 10 années suivant l'évaluation de la nutrition, par rapport à des personnes qui n'ont pas développé de maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on a pu voir dans cette analyse qui, en fait, a fait appel à des méthodes statistiques un peu évoluées de l'analyse de la science des réseaux, c'est que l'alimentation des gens qui ont développé une maladie d'Alzheimer dans les 10 années suivantes, elle est très différente de celle de ceux qui n'ont pas développé de maladie d'Alzheimer. Et en particulier, vous avez une alimentation avec un réseau très dense, ça veut dire que les profils alimentaires de ces personnes-là se ressemblent plus que chez les contrôles, et centrés autour des charcuteries, avec des connexions vers les consommations de viande, d'alcool. Là, je ne peux pas vous montrer facilement sur la slide, mais je pense que vous pouvez suivre le chemin. Donc, une alimentation plutôt qu'on appelle, nous, en épidémiologie nutritionnelle, malsaine, par rapport aux contrôles qui avaient, eux, une alimentation plus diverse. On peut le voir, la différence sous-réseau qui caractérise ces profils nutritionnels. Et on peut voir un sous-réseau notamment centré sur les consommations de légumes crus, légumes cuits, fruits, donc une alimentation plus saine globalement. Voilà, donc je pense qu'on peut dire aujourd'hui avec l'épidémiologie qu'il y a une alimentation à risque qui serait à cibler pour la prévention. Alors, parmi la deuxième grande série d'avancées, évidemment, beaucoup de groupes s'intéressent aux mécanismes neurobiologiques de façon très précise, à la fois des profils alimentaires dans leur ensemble, mais aussi des nutriments pris individuellement. Donc, les mécanismes sont nombreux, mais globalement, on peut différencier tous les mécanismes qui sont liés à la structure et au fonctionnement des neurones et du tissu cérébral plus globalement. Donc, ils font appel, par exemple, à la fluidité des membranes, à la démyélinisation qui a lieu avec le vieillissement cérébral. Tout un volet aussi de mécanismes autour du métabolisme, de l'énergétique cérébrale qui est extrêmement important. Et puis, la santé vasculaire, la santé des vaisseaux du cerveau est extrêmement importante aussi.
Donc, parmi ces études mécanistiques, il y a eu énormément d'avancées. Donc là, je mets l'accent sur un travail qu'on a mené dans l'étude 3C encore, qui, je pense, valide vraiment l'importance et l'intérêt de ces oméga-3 à longue chaîne qui sont apportés par les poissons gras pour protéger le tissu cérébral avec le vieillissement et la maladie d'Alzheimer. Ici, on a montré sur plus de 10 années de suivi dans l'étude 3C que des personnes qui avaient un statut biologique plus élevé en oméga-3 à longue chaîne, parce qu'ils avaient consommé plus de poissons gras, avaient moins d'atrophie cérébrale, en particulier dans le lobe médio-temporal, qui est une région du cerveau qui est particulièrement altérée dans la maladie d'Alzheimer. Et il y avait en parallèle aussi, bien sûr, une protection, une diminution du risque de maladie d'Alzheimer et de déclin cognitif. Sur le régime méditerranéen, maintenant, beaucoup de travaux aussi continuent à être faits pour étayer le paradigme et puis la plausibilité biologique des effets de ce régime. Et là, vous avez un exemple de travail qui vise davantage le versant métabolisme et santé vasculaire, avec cette étude publiée dans Alzheimer and Dementia récemment que je trouve très intéressante parce qu'elle fait partie justement de ces études interventionnelles dont a parlé M. Amouyel précédemment. Dans lesquelles on prescrit vraiment une modification de l'alimentation à des personnes versus un groupe contrôle à qui on prescrit une alimentation différente. Donc là, c'était un régime occidental, plutôt de type occidental. Western Diet en anglais, c'est une étude américaine. Donc c'est une petite étude qu'on peut qualifier de pilote parce qu'il n'y a que 56 personnes, mais à l'âge adulte, donc ce ne sont pas des personnes âgées encore. Et quand on donne une alimentation de type méditerranéen à ces personnes par rapport à une alimentation standard pendant 4 semaines, on peut visualiser à l'imagerie cérébrale des modifications de la perfusion cérébrale, notamment dans les régions altérées plus tard dans la maladie d'Alzheimer. Donc c'est extrêmement intéressant. Bien sûr, ça doit être validé dans des études plus grandes, mais c'est vraiment très prometteur. Alors, une troisième avancée importante qui a été menée ces dernières années, ça a été d'affiner un petit peu ce concept de régime méditerranéen parce que finalement, le régime méditerranéen, c'est une diète vraiment très universelle qui n'est pas spécifique de la santé cérébrale. Et donc, certains chercheurs, certains collègues épidémiologistes aux États-Unis se sont dit que ce serait intéressant de proposer une nouvelle diète pour la prévention de la maladie d'Alzheimer qui soit un petit peu plus ciblée, qui mettrait davantage l'accent sur certaines composantes bénéfiques pour le cerveau. Donc, ce qui a été proposé comme affinage, si vous voulez, de cette diète méditerranéenne, c'est d'augmenter la consommation de fruits rouges, des petits fruits, des baies, pour richesse en polyphénols. Et les polyphénols, en réalité, sont des molécules extrêmement intéressantes pour la santé cérébrale. Augmenter et cibler vraiment la consommation de légumes verts pour leur richesse en folate, en vitamine B9. Et puis renforcer davantage encore la consommation de noix, d'oléagineux, qui n'est pas toujours consommée de manière fréquente dans le régime méditerranéen. En parallèle de ça, il convient toujours de diminuer les consommations de viande rouge, de beurre, de margarine, de fromage, de friture, etc. Toutes les composantes alimentaires dites délétères, qui sont certes diminuées dans le régime méditerranéen, mais dans l'alimentation MIND, ça devient vraiment un prérequis. Alors, donc, il y a des travaux dont nous faisons aussi nous-mêmes, des travaux pour essayer de valider ce concept et puis affiner un petit peu les messages préventifs autour de l'alimentation pour la maladie d'Alzheimer. Donc là, c'est un exemple d'étude qui a été menée aux États-Unis pour comparer l'association trouvée avec le régime méditerranéen par rapport à une diète de type MIND sur le risque de maladie d'Alzheimer. Donc, je ne vais pas expliquer en détail ces courbes, mais ce qu'on peut voir de toute façon là, juste avec une inspection un peu rapide, c'est que finalement la différence n'est pas si importante que ça, probablement. Enfin, je tenais à vous parler aujourd'hui d'un concept un peu plus global que l'alimentation. Le professeur Amouyel en a parlé en définitive, mais l'idée c'est de dire que l'alimentation ne fait pas tout.
Alors, pourquoi est-ce que l'alimentation est extrêmement importante? C'est parce c'est vraiment le facteur de risque, le facteur primordial pour déterminer la santé cardio-métabolique. La santé cardio-métabolique, c'est le fait de ne pas avoir d'hypertension, le fait de ne pas avoir de cholestérol, des triglycérides normaux, avoir une glycémie normale, c'est-à-dire pas de diabète. Tous ces paramètres-là que vous connaissez parce qu'on se met à les monitorer de façon assez rapprochée quand on vieillit, chez son médecin traitant, eh bien, tout ça, c'est très lié à l'alimentation et à la nutrition. Je pense que vous le savez, mais c'est important en fait de reposer tous ces principes de base et d'interroger en épidémiologie le concept de santé cardiovasculaire optimale dans son ensemble et qui intègre la nutrition. Donc ça, c'est quelque chose qui a été proposé par l'American Heart Association, l'association américaine de cardiologie, dès 2010, dans leur guideline pour leurs objectifs à long terme, avec l'idée qu'il fallait en fait monitorer cette santé cardiovasculaire au global bien plus précocement que c'était fait à l'heure actuelle pour travailler dans ce qu'on appelle la prévention primordiale. La prévention primordiale, c'est essayer d'éviter le développement des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie ou l'obésité avant qu'ils n'apparaissent et avant que les maladies cardiovasculaires ou la maladie d'Alzheimer n'apparaissent. Et donc, les travaux épidémiologiques démontrent, et les nôtres l'ont montré aussi, que quand on combine un petit peu tous les facteurs de la santé cardiovasculaire optimale ensemble, c'est-à-dire ne pas avoir d'hypertension, avoir une cholestérolémie normale, une glycémie normale, ne pas fumer bien sûr, avoir un poids normal et une alimentation et une activité physique à niveau recommandé, eh bien on diminue de façon très importante la mortalité globale, la mortalité cardiovasculaire, le risque d'AVC et le risque de maladie d'Alzheimer. Ici, vous voyez un moins 38% pour le risque d'Alzheimer quand on a 5 à 7 facteurs optimaux par rapport à des personnes qui en ont entre 0 et 2. Et on a montré que pour chaque facteur optimal supplémentaire, on diminue le risque de maladie d'Alzheimer de 10%. Donc, c'était des résultats extrêmement intéressants pour la santé publique. Alors, la recherche continue évidemment sur beaucoup d'aspects, notamment sur les aspects mécanistiques dont on vient de parler. Je vais dire simplement quelques mots sur les aspects énergétiques cérébrales parce que c'est un domaine qui bouge pas mal en ce moment. Il y a des travaux en ce moment qui sont faits autour de ce qu'on appelle la diète cétogène. Alors, l'idée de la diète cétogène, c'est de mettre l'organisme en cétose de manière à ce que ce soit les corps cétoniques qui remplacent le glucose comme principale source d'énergie pour le cerveau. Parce que les travaux montrent qu'avec la maladie d'Alzheimer, il y a, semble-t-il, une diminution de l'utilisation du glucose au niveau cérebral pour des raisons qui restent encore à élucider totalement. Et donc, l'idée, c'est d'apporter les corps cétoniques comme substrat de remplacement, si vous voulez. Le problème, c'est que les diètes cétogènes, ce sont des diètes qui sont très riches en graisses, en lipides, et très pauvres en glucides, qui viennent notamment de la consommation de céréales. C'est le fameux régime keto ou régime Dukan dont on a beaucoup parlé à un moment donné. Et donc ça, c'est peut-être favorable pour mettre l'organisme en cétose d'une manière temporaire, mais c'est très délétère en termes d'équilibre en micronutriments parce que notamment on diminue les apports en glucides, en particulier en céréales et en fruits. Donc l'idée maintenant, ce serait d'essayer de retrouver un effet un petit peu cétogène d'une diète, mais qui soit de type méditerranéen. Donc il y a des travaux qui sont assez intéressants, je trouve, bon, très préliminaires, hein, ça reste à confirmer, autour de cette diète méditerranéenne cétogène, où on augmenterait vraiment les graisses, les lipides, mais en boostant uniquement les consommations de lipides bons pour la santé, hein, qui apportent des bonnes graisses, en particulier les poissons gras et l'huile d'olive, tout en diminuant toujours quand même les apports en glucides, mais dans certaines limites. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas notamment, évidemment, la consommation de légumes. On diminue les apports en fruits qui pourvoient vraiment beaucoup de glucides, mais il faut travailler dans certaines limites. La recherche maintenant s'oriente de plus en plus vers ce qu'on appelle la nutrition personnalisée ou nutrition de précision. Alors là, l'idée, en fait, c'est que peut-être qu'une approche universelle de type diète méditerranéenne
n'est pas utile ou favorable pour tout le monde de la même manière et qu'on a chacun des sensibilités individuelles, soit qu'on a un patrimoine génétique particulier, un microbiote particulier ou même simplement des préférences alimentaires qui nous sont propres, qui font que c'est peut-être pas une diète méditerranéenne au sens propre ou une diète de type MIND au sens propre qui nous conviendra le mieux et qu'il peut y avoir des adaptations à faire. Donc l'idée, c'est de trouver vraiment la bonne formulation nutritionnelle à la bonne dose, dans la bonne fenêtre temporelle, on dit, c'est-à-dire au bon moment en termes de prévention, et pour la bonne population cible. Et il peut y avoir voilà, des variations dans les prescriptions préventives qui s'opèrent. Et ça, pour le moment, c'est encore quelque chose qui est à l'état de recherche. Et en particulier, évidemment, tout l'impact de la nutrition sur le microbiote et à quel point cette relation nutrition-microbiote impacte la santé cérébrale. C'est tout un domaine de recherche qui bouge énormément en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et c'est peut-être une des clés, justement, de cette nutrition personnalisée. Voilà, donc l'état de l'art, un petit peu de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y aurait énormément d'autres choses à développer, hein, évidemment. On pourra en parler un peu plus tard si vous le souhaitez. Je pense que l'idée, c'est de conclure en disant qu'il est clair aujourd'hui que la nutrition, c'est un facteur de risque important de la maladie d'Alzheimer. D'abord parce que c'est un facteur primordial de la santé cardio-métabolique. Ensuite parce qu'il y a des nutriments spécifiques qui ont des mécanismes neurobiologiques très spécifiques qui ont un rôle majeur dans la maladie d'Alzheimer. C'est un levier de prévention intéressant et possible parce qu'on peut changer la nutrition et l'alimentation. Donc c'est quand même quelque chose dont il faut s'emparer pour diminuer cette maladie. Malgré tout, on cherche encore la meilleure stratégie préventive. Bien sûr, la diète méditerranéenne, c'est vraiment une des clés, mais on peut affiner un petit peu l'ordonnance en travaillant avec les approches MIND, par exemple. On continue à faire des recherches autour des approches par nutrition personnalisée. Et puis, pour la prévention de la maladie d'Alzheimer, je pense que beaucoup de gens travaillent aujourd'hui sur de la prévention qu'on appelle multidomaine, où on va aussi travailler sur, par exemple, la stimulation cognitive ou d'autres composantes importantes pour arriver, si vous voulez, à une convergence d'action pour booster un petit peu tous les mécanismes impliqués dans cette maladie qui est éminemment complexe d'un point de vue mécanistique. Et enfin, je voudrais conclure sur l'idée qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'épidémiologie vie entière et on sait que la prévention, il faut qu'elle se mette en place le plus tôt possible. Mais je pense qu'il est important de redire qu'il n'est jamais trop tard parce que nos travaux, nous, par exemple, dans l'étude des 3 cités qui commence à 65 ans, montrent quand même des associations importantes et des contrastes importants entre des personnes qui se nourrissent bien versus mal. Ce qui veut dire que si on cible ces populations-là, même après 65 ans, il n'est pas trop tard. Il ne faut pas non plus passer le message qu'une fois qu'on a passé 45 ans, c'est foutu. Voilà, je voudrais conclure en disant un petit mot sur cette nouvelle étude de cohorte en population qu'on met en place à Bordeaux, qui s'appelle B-Cube, dans laquelle on va essayer de mieux comprendre tous ces mécanismes biologiques avec beaucoup de marqueurs moléculaires à partir de 55 ans. Donc l'idée, c'est de comprendre les mécanismes très précoces qui conduisent à la maladie d'Alzheimer. Pour les Bordelais qui nous écoutent, s'il y en a, vous en entendrez probablement parler très bientôt. Voilà, je vous remercie et puis je serai heureuse de répondre à des questions avec le groupe. Merci beaucoup, Cécilia, c'était très clair. Alors, on a en effet quelques questions. Première question, lorsqu'on parle de poisson gras, de quel poisson s'agit-il exactement? Alors, c'est les poissons de type saumon, sardine, maquereau principalement. Le thon est beaucoup moins gras que les autres, hein, donc ça va être vraiment saumon, sardine, maquereau. Est-ce que j'en oublie, Philippe? Non, je ne pense pas. Les harengs? Les harengs, voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi de les prendre en boîte. Hein. On n'y pense pas assez souvent. Oui. Souvent, ils sont très bien préparés. Et puis, ils ont des assaisonnements qui sont à base d'huile d'olive, de citron, donc ils vont très bien avec. Et puis, un autre élément, il faut surtout pas oublier
de saucer les graisses dans la boîte. Parce qu'en fait, à la longue, en restant dans sa petite boîte, la sardine a tendance à diluer ses bons acides gras dans la sauce. Donc, c'est bien de manger la chair, mais aussi de penser à saucer la sauce. Et vous verrez, c'est relativement à bas prix, ça ne demande pas grand-chose de préparation et le bénéfice qu'on peut en tirer est quasiment aussi bien que lorsque c'est Thibaut Fourdrinier qui vous le cuit pendant à peu près 40 minutes à 40 degrés, voilà, et à 120 degrés. Mais ce n'est pas le même goût non plus, ce n'est pas le même élément. Voilà. J'avais une autre question. Vous avez dit qu'en effet, il n'était jamais trop tard pour bien faire. Et quand des personnes ont des maladies d'Alzheimer, on sait toujours qu'il y a quand même des difficultés en matière de nutrition. Certaines ont en effet des problèmes de déglutition qui sont importants à certains âges de la maladie, à certaines évolutions. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières, notamment pour ce qui est carence vitaminique? Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Alors, je pense que là, vous avez parlé du fait qu'il fallait éviter les suppléments nutritionnels. Je pense que d'une manière générale, c'est vrai pour la Suppléments prévention. nutritionnels spontanés. Quand on a des carences, quand on a des besoins, oui, c'est des vrais suppléments. Il ne faut pas que ce soit des éléments qu'on prenne en plus d'un régime qui est normal et bien équilibré. C'est ça l'idée. Donc là, je pense que dans ce cas-là, justement, ça peut être intéressant de supplémenter une alimentation mixée pour ces patients-là. Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste de la nutrition du patient Alzheimer, mais c'est un travail de recherche qu'on met en place à Bordeaux, essayer de développer un supplément multinutritionnel qu'on pourrait adjoindre à des aliments, notamment en EHPAD et notamment pour des patients qui nécessitent des alimentations spécifiques. Je ne pense pas que ça existe pour le moment et c'est un travail de recherche qu'on va mener dans un projet qui démarre là. Il y avait des produits qui avaient été faits comme Souvened en particulier avec des doses. Alors, ils ne sont pas, je ne pense pas, c'est disponible en France mais pas remboursé actuellement, qui sont des petites bouteilles qu'on prend régulièrement avec des apports de différents nutriments. Je pense qu'en effet, hein, il faut, pour équilibrer, soit si vous faites le régime mixé frais vous-même, en effet, il aura ces apports, même s'il est mixé, ça n'abîmera pas nécessairement la valeur des molécules qui vont être absorbées. En revanche, si c'est des repas qui sont un peu systématisés parce que déjà préparés et qui sont mixés, là oui, il faut penser quand même à assurer certaines compensations. On pense d'abord aux vitamines B, hein, c'est quand même celles qui sont les plus importantes, en particulier sur le plan neurotrophique, hein, pour la bonne santé des neurones. Et bien sûr, la vitamine D, il faut y penser, surtout en cette saison, chez ces personnes. Alors, on ne sait pas si c'est un lien direct avec la maladie d'Alzheimer, mais ce qu'on sait, c'est que ça va jouer sur le fonctionnement du neurone, sur les troubles de l'équilibre, sur certaines douleurs, sans parler bien sûr du métabolisme calcique et des os, qui est aussi important à cet âge-là. J'ai une autre question. L'étude que vous faites à Bordeaux se fait-elle dans d'autres départements? J'habite en Haute-Savoie et je serai volontaire. Cécilia? Malheureusement, non. C'est une étude monocentrique bordelaise. C'est dommage parce qu'on va commencer vraiment le recrutement tout bientôt et je suis vraiment preneuse de volontaires qui ont envie de faire avancer la recherche là-dessus. Voilà, désolé, mais bon, peut-être un peu plus tard, quand ils auront montré leur succès et qu'il faudra étendre la taille de la population. Autre question, mais qui est un peu plus générale, là, je vais peut-être y répondre, c'est… Ah, attendez. Quelles sont les précautions à prendre pour une bonne diète cétogène méditerranéenne en termes de durée? Oui, j'avais aussi cette question moi-même, c'est-à-dire qu'en effet, régime cétogène, on en connaît les limites, hein, c'est le régime d'un camp où on supprimait complètement les sucres et à ce moment-là, on accumulait parce qu'il faut équilibrer la ration alimentaire. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers là-dessus? Ah non, parce que c'est vraiment à l'état de recherche. C'est une des limites de ces approches, justement, c'est la compliance, qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire la capacité des personnes à suivre ces diètes au long cours. Donc, la diète méditerranéenne cétogène, c'est probablement moins contraignant. Mais malgré tout, pour le moment, on est sur des études pilotes qui durent quelques semaines, où la compliance est bonne parce que, voilà, la recherche est faite de telle manière que ça se passe bien, mais on n'a pas suffisamment de recul, à mon sens, pour pouvoir faire une prescription sur une durée d'efficacité, ni même une durée de compliance. Enfin, voilà. Il y a certains régimes qui paraissent, hein, que ce soit dans les revues ou que ce soit dans certains livres sur ces régimes cétogènes. Je pense qu'ils ont peut-être certains avantages quand on est en bonne santé. Quand on est en moins bonne santé, c'est un peu moins certain et il faut que ce soit fait toujours dans le cadre d'un contrôle médical, hein. Je pense que ça, c'est important. Alors, il y a des moyens simples, hein, de faire un peu de jeûne, c'est d'essayer de manger tôt le soir et pas trop tôt le matin, voire sauter son petit déjeuner une fois par semaine
Et ça vous amène souvent des apports en cétones qui sont plus importantes, qui sont d'excellents aliments du cerveau, hein. Et puis d'autre part, ça a un petit effet euphorisant qui généralement vous fait voir la vie en rose. Pour ça que... Mais il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas que ça entraîne de perte de poids, et il faut toujours qu'il y ait cet équilibre alimentaire qui est essentiel au cerveau. Certains traitements favorisent-ils l'apparition de la maladie d'Alzheimer? Je peux y répondre, hein, si vous voulez, ou essayer de tenter une réponse. Alors, dire qu'ils favorisent l'apparition de la maladie d'Alzheimer, je ne saurais pas, parce qu'on n'a pas vu certains médicaments qui entraînaient des maladies. En revanche, ils peuvent accélérer ou aggraver une maladie d'Alzheimer. On a certains médicaments qui, par exemple, certains antihistaminiques, qui vont avoir des propriétés anticholinergiques, et l'acétylcholine est un médiateur de la mémoire, donc certains accélèrent sa destruction. Alors ça, généralement, les médecins le savent. Il faut choisir celui qui a le moins d'action sur l'acétylcholine, parce qu'on a quand même besoin, par exemple, de certains antihypertenseurs ou de certains produits anti-allergiques, en particulier de type antihistaminique. Mais voilà. Alors après, on a parlé également de la consommation des neuroleptiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques. Alors, c'est très difficile à dire parce que souvent, l'apparition d'une maladie d'Alzheimer dans les tout premiers temps peut entraîner une sensation d'anxiété qui amène les gens à prendre plus souvent que ne le voudrait leur santé des médicaments anxiolytiques ou des médicaments pour dormir. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'apparemment, les médicaments anxiolytiques et antidépresseurs à longue durée d'action, qui sont pris plus de 5 semaines en continu régulièrement, pourraient être associés à un risque plus fréquent de maladie d'Alzheimer et plus exactement une apparition plus précoce des symptômes. Mais au-delà de ça, on n'a pas de modèle qui entraînerait avec un médicament une maladie d'Alzheimer. Autre question, y a-t-il des tests neurologiques pour se faire dépister? La question dans la maladie d'Alzheimer, c'est la question du dépistage. Le dépistage, en épidémiologie et en santé publique, c'est utilisé lorsque l'on a une réponse à apporter après un dépistage. Et je crois que là, c'est pas forcément du dépistage, mais c'est du diagnostic, et il faut que ce soit la plupart du temps sur une plainte. Si vous n'avez pas de troubles, si vous vivez bien, moi, mon conseil, alors c'est pas partagé par tous mes confrères, c'est, écoutez, c'est pas la peine de savoir si vous l'avez ou si vous l'avez pas, ou si vous la développerez, sans apporter de réponse. Il vaut mieux, dans tous les cas, mettre en place un régime équilibré. Ça vous protégera des maladies cardiovasculaires en plus, ça vous améliorera votre fonction cognitive, sera toujours une utilité. Alors, ce n'est pas la peine de savoir si on va développer une maladie d'Alzheimer pour le mettre en place. Il vaut mieux s'engager dans ces régimes. Alors, ce n'est pas des régimes restrictifs, hein. J'insiste, le terme régime est associé souvent à restriction calorique. Là, non, c'est une forme d'alimentation, hein, pour être beaucoup plus précis. Ce sont des habitudes alimentaires qui sont un peu différentes. Je regarde dans la liste des questions les carences les plus fréquentes que l'on peut trouver chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Cécilia, vous avez une idée? C'est compliqué parce que ça dépend vraiment des études qu'on peut trouver. Nous, on a trouvé des carences en vitamine D, et vous en avez parlé, vraiment très, très importantes chez des gens qui ont développé ensuite une maladie d'Alzheimer. Les carences sont souvent multinutritionnelles, en fait. Donc, c'est compliqué. Il y a beaucoup de dénutrition. Donc, c'est vraiment multiple. Donc, je n'aurais pas de réponse très précise à donner, mis à part que ça cible un petit peu tous les nutriments dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent, on a des habitudes alimentaires qui sont difficiles. Si vous prenez une personne qui a un certain âge, qui prend certaines habitudes, qui va avoir tendance à consommer toujours les mêmes produits, toujours les mêmes aliments, là peuvent apparaître des carences alimentaires. Par exemple, prendre l'habitude de manger des farines, des plats qui sont faciles à préparer. Donc, il faut extrêmement surveiller ce qui se passe parce que justement, ça peut avoir une implication et aggraver un certain nombre de maladies. Je parle toujours des vitamines B, mais également des produits de type vitamine D également, qui sont très importants pour notre santé. Alors, juste, je reviens pour voir ce que nous avons comme question. Alors, je ne vois plus d'autres questions. C'est vraiment... Ni sur le chat non plus. Non, je n'ai pas... Ah oui, une question sur le chat.
Ma maman est en début de maladie, puis-je la déplacer tous les 90 jours? Écoutez, ça va dépendre de son état général. Il faut voir avec votre médecin si ça ne la perturbe pas trop, parce que si vous avez des pertes de repères, c'est souvent des éléments qui ont tendance à accélérer les symptômes et à angoisser les patients. Mais a priori, tout dépendra de son état général, hein, de savoir s'il a déplacé. Si ça permet d'avoir quelqu'un avec de conserver cet environnement stimulant et affectif, voilà, il faut pouvoir continuer à le faire sans aucun problème. Écoutez, on arrive à la fin de notre séminaire. Je vais juste demander une petite précision à Marion, hein, que je remercie comme toujours, sur notre prochaine conférence. Il me semble que c'est prévu au mois de février. On n'a pas prévu, puisque ça tombait pendant une certaine période de vacances, qui est le début janvier, puisque comme vous le savez, c'est tous les premiers jeudis du mois, et le premier jeudi de janvier étant tombant le 6 janvier, on s'est dit que peut-être on vous laisserait tranquille, et on vous donne donc rendez-vous le 3 février. 3 février, c'est bien ça, où là, on va parler de tout ce qui est innovation, de tous les nouveaux outils qui nous permettent de faciliter la vie des gens, parce que vous savez que, bien sûr, la prévention, c'est bien quand on n'est pas encore malade, hein, c'est justement pour retarder son apparition. Quand on commence à entrer dans la maladie, c'est toujours utile quand même d'avoir de la prévention, mais malheureusement, quand on tombe malade, il faut qu'on trouve des solutions, et vous savez que tout l'enjeu des nouvelles technologies, c'est de nous apporter des aides grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des petits appareils, hein, on a ça dans notre vie quotidienne, que ce soit notre smartphone ou tout autres outils, et on a des équipes et des chercheurs qui justement essaient de voir comment est-ce qu'on peut au mieux maintenir les personnes à domicile. La Fondation a lancé cette année un appel d'offres justement pour stimuler les collaborations entre des chercheurs qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer et des chercheurs qui sont des ingénieurs qui manipulent les nouvelles technologies, pour savoir si on va pouvoir aider nos patients en attendant ce qu'on espère tous, c'est-à-dire un traitement. Écoutez, je vous remercie. Je remercie Cécilia d'être intervenue, Thibaut Fourdrinier qui nous a quittés parce qu'il devait bien sûr aller préparer son repas du jeudi soir pour son restaurant, et bien sûr Marion Ravenot qui est toujours derrière cette organisation et que je remercie très chaleureusement. Il est 18h59, je vous remercie d'avoir assisté à ce séminaire et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Je vous souhaite la meilleure fin d'année possible, malgré les événements un peu épidémiques qui sont en train d'avancer, mais prenez bien soin de vous pour cette fin d'année et on se retrouve en février. À bientôt, au revoir.